À 21 heures, le soir de Noël, l'arrêt de bus de Madison Avenue était presque désert. La plupart des habitants de la ville s'étaient retirés chez eux depuis plusieurs heures, réunis autour d'un sapin et d'une table, entourés de leur famille et d'une atmosphère chaleureuse. Mais Andrew Sterling était assis seul sur le banc froid, son costume bleu marine coûteux offrant peu de protection contre le vent de décembre, un gobelet de café en papier refroidissant dans sa main. À 42 ans, Andrew était le fondateur et PDG de Sterling Innovations, une entreprise technologique valant 3 milliards de dollars. Son visage avait fait 2 fois la couverture du magazine Fortune. Il possédait un penthouse avec vue sur Central Park, conduisait des voitures qui coûtaient plus cher que la plupart des maisons et avait plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en 3 vies. Ce qu'il n'avait pas, c'était ce qu'il avait sacrifié pour obtenir tout cela. Le succès était à la portée de tous. Il ne passait plus Noël avec ses parents depuis des années. Sa sœur vivait à Londres avec sa famille et avait cessé de l'inviter après qu'il eût annulé trop souvent, toujours à cause de son travail. Sa dernière relation avait pris fin 18 mois plus tôt, lorsque sa petite amie avait finalement accepté qu'elle passerait toujours après son entreprise. Andrew avait donc passé le jour de Noël comme il passait la plupart de ses journées, dans son bureau, à travailler sur une présentation, à examiner les projections trimestrielles, à planifier la prochaine acquisition. Quand il avait enfin levé les yeux de son ordinateur portable, il faisait nuit dehors et il s'était rendu compte qu'il avait oublié de manger. Il s'était rendu à pied à l'endroit le plus proche encore ouvert, avait pris un café et un sandwich qu'il avait à peine goûté, et maintenant il était assis à un arrêt de bus parce qu'il ne pouvait pas encore se résoudre à retourner dans son appartement vide. Le sapin de Noël visible de l'autre côté de la rue brillait de 1000 feux blancs, se moquant de lui par sa beauté. Quelque part à proximité, il pouvait entendre les rires provenant d'un restaurant qui servait encore des clients tardifs. Les sons de la vie, des relations humaines, de tout ce qu'il avait perdu en cours de route. Excusez-moi, monsieur. La petite voix fit sursauter Andrew, le tirant de ses pensées. Il baissa les yeux et vit un petit garçon debout devant lui, âgé d'environ 4 ans, avec des cheveux bruns bouclés et vêtu d'un pull rouge qui avait connu des jours meilleurs. Son jean était usé aux genoux et ses chaussures étaient éraflées, mais ses yeux brillaient de cette lueur d'espoir particulière que seuls les enfants possèdent. Oui, répondit Andrew, d'une voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu à cause du manque d'usage. Il n'avait parlé à personne de toute la journée. Le garçon l'observa avec la franchise propre à l'enfance. Tu es triste? Tu as l'air vraiment triste. Andrew sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Je vais bien. Tu es seul ici? Où sont tes parents? Ma mère est à l'intérieur. Le garçon désigna une petite épicerie quelques portes plus loin. Elle essaie de voir s'il leur reste de la nourriture. On a faim. Il dit cela d'un ton neutre, sans apitoiement, comme s'il énonçait simplement une vérité. Au fait, je m'appelle Charlie. Andrew. Il se retrouva à serrer la petite main qui lui était tendue, surpris par l'assurance de l'enfant. Charlie s'assit sur le banc à côté de lui, sans y avoir été invité, mais sans que cela ne dérange. C'est Noël, annonça-t-il, comme si Andrew ne le savait pas. Tu as reçu des cadeaux? Non, admet Andrew. Et toi? Charlie secoua la tête et, pour la première fois, son attitude enjouée se fissura légèrement. Maman dit que le Père Noël nous a encore oubliés cette année, mais je pense, dit-il en baissant la voix d'un air complice. Je pense que c'est parce que nous n'avons pas de maison en ce moment. Nous avons séjourné à différents endroits. Peut-être que le Père Noël n'a pas pu nous trouver. Ces mots frappèrent Andrew comme un coup physique. Cet enfant, ce petit garçon brillant et plein d'espoir, était sans abri la nuit de Noël, et il essayait de comprendre pourquoi il avait été oublié. « Où est-ce que tu as dormi? » demanda Andrew doucement. « Parfois dans des refuges, parfois chez une amie de maman, mais elle a dit qu'on ne pouvait plus rester parce que son copain n'aime pas les enfants. » Charlie balançait ses jambes trop courtes pour atteindre le sol. « Ce soir, on va prendre le bus pour aller quelque part. Maman dit qu'elle a un plan, mais elle pleure beaucoup. Elle essaie de le cacher, mais je le sais. » Andrew sentit quelque chose bouger en lui. Quelque chose qui était resté gelé pendant des années commençait à fondre. « Comment s'appelle ta mère? »« Jennifer. Jennifer Parker. Elle est très gentille et elle travaille très dur. Elle avait un emploi dans un restaurant, mais ils ont fermé il y a 2 semaines et maintenant elle essaie d'en trouver un autre. Mais c'est difficile parce qu'elle doit s'occuper de moi. » Et Charlie s'arrêta brusquement,
comme s'il se rendait compte qu'il en avait trop dit. Tu vas appeler la police? Quoi? Non. Pourquoi j'appellerais la police? Parfois, les gens le font quand ils découvrent qu'on n'a pas de maison. Ils pensent que maman est une mauvaise mère, mais ce n'est pas vrai. C'est la meilleure maman qui soit. C'est juste qu'on a eu de la malchance. Andrew eut la gorge serrée. Je ne vais pas appeler la police, Charlie. Je te le promets. Le garçon se détendit visiblement. Tant mieux, parce que maman fait vraiment de son mieux. Elle me lit des histoires tous les soirs, même quand elle est fatiguée. Et elle partage sa nourriture avec moi, même quand il n'y en a pas beaucoup. Et elle me dit que les choses vont s'améliorer. Nous devons juste continuer à essayer. Une femme sortit du magasin et Andrew sut immédiatement qu'il s'agissait de Jennifer. Elle était jeune, peut-être 30 ans, avec des cheveux châtain clair attachés en queue de cheval, vêtue d'une veste fine qui n'était pas assez chaude pour le temps. Elle portait un petit sac en plastique et semblait épuisée, d'une fatigue qui semblait venir du plus profond d'elle-même. Elle aperçut Charlie sur le banc et son expression se transforma en inquiétude. Elle se précipita vers lui. « Charlie, je t'avais dit d'attendre près de la porte. Tu ne peux pas parler à des inconnus comme ça. » Elle s'arrêta lorsqu'elle vit Andrew et il reconnut la fatigue dans ses yeux, l'attitude défensive de quelqu'un qui avait appris à s'attendre à être jugé. « Je suis désolé, » dit rapidement Jennifer. « Mon fils ne voulait pas vous déranger. »« Il ne m'a pas dérangé, » dit Andrew en se levant. « Nous discutions simplement. Je m'appelle Andrew. » Jennifer. Elle ne tendit pas la main, gardant les deux bras autour du sac en plastique, comme s'il contenait quelque chose de précieux. « Allez, Charlie, le bus va bientôt arriver. »« Où allez-vous? » demanda Andrew. La question lui échappa avant qu'il ait pu réfléchir, avant que l'ancien Andrew, celui qui gardait la tête baissée et s'occupait de ses affaires, puisse l'arrêter. Jennifer hésita. Il y a un restaurant ouvert 24 heures sur 24 dans le Queens qui laisse les gens s'asseoir aussi longtemps qu'ils le souhaitent s'ils commandent quelque chose. Nous passerons la nuit là-bas et demain, j'ai une piste pour une chambre à louer. Andrew regarda cette femme épuisée, effrayée, mais toujours debout, toujours en train de se battre pour son enfant. Et il prit une décision qui aurait choqué tous ceux qui le connaissaient. « J'ai une meilleure idée, dit-il. J'ai aussi une chambre d'amis dans mon appartement. En fait, vous et Charlie pourriez y passer la nuit. Un endroit chaud et sûr où vous pourrez vraiment dormir. » Les yeux de Jennifer s'écarquillèrent, puis se plissèrent avec suspicion. « Je ne peux pas. Nous n'acceptons pas ce genre de... » « Je ne suggère rien d'inapproprié, » dit rapidement Andrew, comprenant sa crainte. « Des chambres séparées, des serrures aux portes. Je... » Il regarda Charlie, qui observait cet échange avec des yeux pleins d'espoir. « Je ne peux pas envoyer un enfant passer la nuit de Noël dans un restaurant alors que j'ai des chambres vides inutilisées. S'il vous plaît, sans condition, juste un endroit sûr où dormir. »« Pourquoi feriez-vous cela? » demanda Jennifer, et Andrew entendit la fatigue dans sa voix. La fatigue profonde de quelqu'un qui se bat depuis trop longtemps. « Vous ne nous connaissez pas, parce que votre fils m'a demandé si j'étais triste, et je le suis. Je suis triste depuis des années, je crois. Mais je l'ai enfoui sous le travail et la réussite, en me disant que j'avais choisi d'être seul. » Andrew se surprit lui-même par son honnêteté, et parce que c'est Noël et que personne ne devrait le passer affamé et effrayé, et parce qu'il fit une pause pour essayer d'exprimer quelque chose qu'il commençait seulement à comprendre, parce que je pense que j'avais peut-être besoin que quelqu'un me rappelle ce qui compte vraiment. Jennifer le fixa du regard, essayant de lire ses intentions, essayant d'évaluer si c'était sûr ou dangereux. Charlie tira sur sa veste. « Maman, j'ai vraiment froid et je suis vraiment fatigué. On peut y aller, s'il te plaît? » La simple supplication de son enfant a décidé la question. Jennifer a acquiescé lentement. « Juste pour ce soir. Et nous partirons dès demain matin. »« C'est d'accord, » a accepté Andrew. Il a fait signe à un taxi qui attendait. Mon appartement n'est qu'à quelques pâtés de maison. Ils ont roulé en silence. Charlie s'est blotti contre sa mère, jetant de temps en temps des regards furtifs à Andrew. Jennifer garda son bras autour de son fils, protectrice et méfiante. Andrew se surprit à espérer que son appartement ne les intimiderait pas, qu'ils ne se sentiraient pas mal à l'aise dans son monde luxueux. Le portier salua Andrew avec surprise. Monsieur Sterling ne passait presque jamais par l'entrée principale, et certainement jamais avec des invités, mais il était suffisamment professionnel pour ne faire aucun commentaire, se contentant de tenir la porte et de leur souhaiter un joyeux Noël. Dans l'ascenseur, Charlie écarquilla les yeux. « On monte très haut.
Au 28e étage, confirma Andrew. On a une belle vue sur le parc. L'appartement était exactement comme Andrew l'avait laissé ce matin-là. Immaculé, impersonnel, ressemblant plus à une suite d'hôtels qu'à une maison. Il vit Jennifer l'observer, vit ses épaules se crisper devant la richesse évidente qui s'affichait. Je sais que c'est un peu trop, dit Andrew. Je ne suis pas assez souvent ici pour que cela ressemble à un vrai foyer. C'est magnifique, dit Jennifer doucement. Nous ferons très attention. Nous ne casserons rien. Je ne m'inquiète pas pour ça. Andrew leur montra les chambres d'amis. 2 chambres côte à côte, chacune avec sa propre salle de bain. Il prit des serviettes propres, trouva quelques-uns de ses vêtements que Jennifer pourrait porter pour dormir. Il y a de quoi manger dans la cuisine. Servez-vous. Je serai au bout du couloir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Charlie était déjà en train d'explorer sa chambre, ravi par le lit moelleux et la vue sur les lumières de la ville. Jennifer se tenait dans le couloir, l'air bouleversé. « Merci, dit-elle, la voix brisée. Vous n'avez pas idée de ce que cela signifie. Avoir un endroit sûr, un endroit chaleureux. J'ai eu tellement peur. J'ai essayé de rester forte pour Charlie, mais j'étais terrifiée. Depuis combien de temps êtes-vous sans domicile? Demanda Andrew avec douceur. 3 semaines. J'ai perdu mon emploi. Je ne pouvais plus payer mon loyer. J'avais quelques économies, mais elles se sont épuisées plus vite que prévu. Tout coûte plus cher que vous ne le pensez quand vous vivez au jour le jour. Elle s'essuya les yeux. Je suis une bonne employée. J'ai juste besoin que quelqu'un me donne ma chance. Mais quand vous vous présentez à un entretien d'embauche avec l'air fatigué et désespéré, les gens le remarquent. Ils vous ignorent. Quel genre de travail faites-vous? N'importe quoi, vraiment. J'étais serveuse dans un restaurant qui a fermé. Avant ça, je faisais du travail administratif. J'ai fait quelques études, mais j'ai dû abandonner quand je suis tombée enceinte de Charlie. Son père était parti avant sa naissance. Elle baissa les yeux. Je ne cherche pas d'excuses. C'est juste que la vie est devenue difficile et que j'essaie de remonter la pente, mais le terrain ne cesse de bouger. Andrew pensa à sa propre vie, à tous les avantages dont il avait bénéficié dès le départ. Jennifer n'avait jamais eu les moyens de payer ses études universitaires. Ses parents lui avaient donné un capital de départ pour créer sa première entreprise, un filet de sécurité qui lui avait permis de ne jamais être anéanti par ses erreurs. Et si je pouvais l'aider? Il s'entendit dire « Pas seulement ce soir, vraiment m'aider ». Jennifer le regarda d'un air las. « Je t'ai dit que je ne te demande rien », l'interrompit Andrew. « Je dirige une entreprise. Nous avons des postes à pourvoir et même si nous n'avons rien qui corresponde à tes compétences, je connais des gens qui embauchent tout le temps. Laisse-moi passer quelques coups de fil de main. Laisse-moi t'aider à trouver un vrai travail, un travail stable. »« Pourquoi? » demanda à nouveau Jennifer. « Pourquoi fais-tu cela? » Andrew regarda Charlie. Assis sur son lit, contemplant la ville avec émerveillement par la fenêtre, il repensa à la façon dont ce petit garçon lui avait demandé s'il était triste, comme s'il avait vu quelque chose qu'Andrew cachait à lui-même. Parce que j'ai passé 15 ans à bâtir une entreprise et que j'ai oublié de bâtir une vie. Parce que j'ai plus d'argent que je ne pourrais jamais en dépenser. Mais j'étais assis à un arrêt de bus le soir de Noël, me sentant plus seul que jamais. Parce que votre fils m'a rappelé que le succès ne signifie rien. Si vous n'avez personne avec qui le partager, dit-il en regardant Jennifer dans les yeux, et parce que peut-être qu'en vous aidant à retrouver vos repères, je retrouverai les miens. Jennifer ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. Le lit était trop confortable, la chambre trop calme, la sécurité trop inhabituelle après des semaines d'hypervigilance. Mais Charlie dormait profondément, paisiblement, et c'était tout ce qui comptait. Le lendemain matin, Andrew prépara le petit déjeuner. Rien d'extraordinaire, juste des œufs brouillés et des toasts, mais c'était chaud et copieux. Ils mangèrent un temps ensemble à sa table à manger, et Andrew se surprit à apprécier le simple fait de partager un repas avec d'autres personnes. Il passa ses coupes de fil pendant que Jennifer et Charlie regardaient la télévision. À midi, il lui avait organisé 3 entretiens d'embauche, dont un avec le service des ressources humaines de sa propre entreprise. Il avait également contacté un ami qui gérait des programmes de logement abordables et qui avait des pistes pour des appartements que Jennifer pouvait réellement se permettre. « Tu n'avais pas à faire tout ça, » lui dit Jennifer lorsqu'il lui en fit part. Des larmes coulèrent sur son visage. « C'est trop, ce n'est pas trop, ce n'est presque rien comparé à ce que j'ai. » Andrew ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années.
Un but qui allait au-delà des marges bénéficiaires et des parts de marché. Passe les entretiens, vois ce qui te convient, et jusqu'à ce que tu trouves un logement, Charlie et toi pouvez rester ici. J'ai de la place. On ne veut pas vous imposer. Tu ne nous imposes rien. Honnêtement, j'aime bien vous avoir ici. Cet appartement ressemblait à un mausolée depuis des années. Vous lui redonnez vie. Jennifer passa les entretiens. Elle obtint le poste dans l'entreprise d'Andrew, où elle travailla dans les relations clients, mettant à profit son sens du contact et sa chaleur naturelle. Le salaire était bon, avec des avantages sociaux et une certaine stabilité. Elle et Charlie sont restés dans l'appartement d'Andrew pendant 2 mois, le temps qu'elle économise pour payer la caution d'un logement à elle. Mais même après que Jennifer ait trouvé un appartement modeste, mais propre et sûr dans un bon quartier près de la nouvelle école de Charlie, ils sont restés en contact. Andrew s'est retrouvé à se joindre à eux pour des dîners, des sorties au parc, des soirées cinéma. Il a appris à Charlie à jouer aux échecs et a aidé Jennifer à naviguer dans les complexités de sa nouvelle carrière. Et lentement, prudemment, lui et Jennifer ont développé quelque chose de plus profond, une amitié qui s'est progressivement construite sur le respect et la compréhension mutuelle. 1 an après cette nuit de Noël à l'arrêt de bus, Andrew a demandé à Jennifer et Charlie de revenir vivre dans son appartement. Non pas en tant qu'invité, mais en tant que famille. Je sais que c'est rapide, a-t-il dit, et je sais que vous êtes indépendants et que vous n'avez pas besoin de moi financièrement. Mais j'ai besoin de vous deux. Vous m'avez appris ce que signifie vraiment vivre, se soucier de quelque chose au-delà du travail. Vous m'avez rappelé ce que l'on ressent quand on rentre chez soi et que l'on est entouré de personnes qui se soucient de vous, et non de ce que vous pouvez faire pour elles. Jennifer a dit oui, parce qu'elle aussi avait appris quelque chose, qu'accepter de l'aide n'était pas une faiblesse, que parfois, les personnes qui semblent tout avoir manquent en réalité de ce qui compte le plus, que l'amour pouvait naître dans des endroits inattendus si l'on était assez courageux pour le laisser faire. Ils se sont mariés au printemps. Charlie était le garçon d'honneur, solennel et fier dans son petit costume. Lors de la réception, Andrew a raconté comment ils s'étaient rencontrés, assis à un arrêt de bus, se sentant plus seul que jamais, et un petit garçon lui demandant s'il était triste. Charlie avait vu quelque chose que je cachais à tout le monde, y compris à moi-même. Andrew a dit qu'il avait vu que le succès et la richesse m'avaient laissé vide. Lui et Jennifer m'ont appris que la vraie richesse ne se mesure pas en compte bancaire ou en portefeuille d'actions. Elle se mesure en lien, en objectif, en ayant des personnes qui comptent pour vous et en vous laissant compter pour elles. Il a regardé Charlie, qui avait maintenant 5 ans et était en pleine forme. Il ne s'inquiétait plus de savoir d'où viendrait son prochain repas ou où il dormirait la nuit. Tu m'as dit que le Père Noël t'avait oublié, mais je pense que c'est peut-être lui qui t'a envoyé vers moi, car j'étais celui qui avait été oublié par moi-même, par tout le monde. Et tu m'as rappelé comment redevenir humain. Andrew n'a jamais regretté le succès qu'il avait bâti, mais il a appris à construire d'autres choses aussi. Une famille, une maison remplie de rire, une vie qui s'étendait au-delà des salles de conférence et des résultats trimestriels. Il a créé une fondation qui aidait les familles sans abri, en leur fournissant non seulement un refuge, mais aussi une formation professionnelle, des services de garde d'enfants et des services complets qui pouvaient briser le cycle de la pauvreté. Jennifer la dirigeait, utilisant sa propre expérience pour concevoir des programmes qui fonctionnaient réellement. Et chaque Noël, ils retournaient à cet arrêt de bus sur Madison Avenue. Ils apportaient du café et des sandwichs à tous ceux qui y attendaient. Ils parlaient aux gens, leur parlaient vraiment, les considéraient comme des êtres humains plutôt que comme des problèmes à éviter. Car Andrew avait appris que nous sommes tous à un pas de ce banc, à une crise de besoin d'aide, à un moment de devenir la personne que tout le monde ignore. Et il avait appris que les personnes qui semblent tout avoir sont parfois les plus seules, isolées par leur succès, oubliées à leur manière. Maman a dit que le Père Noël nous avait encore oubliés, lui avait dit Charlie ce soir-là. Mais la vérité était plus compliquée. Le Père Noël n'avait pas oublié Charlie. Mais le monde avait oublié les gens comme Jennifer, des travailleurs acharnés qui avaient connu la malchance, qui méritaient dignité et opportunité, mais qui étaient au contraire jugés et rejetés. Et le monde avait aussi oublié les gens comme Andrew, riche et couronné de succès, mais émotionnellement affamé, entouré de luxe mais en manque de connexion. Il a fallu la question simple d'un enfant. Tu es triste?
pour briser les murs qu'Andrew avait érigés et lui rappeler qu'être humain, c'était ressentir des émotions, créer des liens avec les autres, se soucier d'autre chose que du profit et de la réussite. Merci Charlie d'avoir vu ce que tout le monde avait manqué, d'avoir eu le courage de parler à un inconnu triste assis sur un banc d'autobus, de lui avoir rappelé que Noël, ce n'est pas une question de cadeaux, d'arbres ou de famille parfaite. C'est une question de se voir, de s'entraider, de construire ensemble quelque chose qui a du sens. Merci Jennifer d'avoir été assez forte pour accepter de l'aide quand tu en avais besoin, d'avoir appris à Andrew que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, de lui avoir montré ce que signifie se battre pour les personnes que l'on aime. Et merci Andrew d'avoir écouté la question d'un enfant et d'avoir choisi la connexion plutôt que l'isolement, d'avoir utilisé tes ressources pour construire quelque chose de réel, de t'être souvenu que nous sommes ici pour prendre soin les uns des autres. Puissions-nous tous avoir le courage de demander « Es-tu triste ?» Lorsque nous voyons quelqu'un assis seul, puissions-nous tous être assez humbles pour admettre que la réponse est oui. Et puissions-nous tous nous rappeler que le plus beau cadeau que nous puissions offrir ne se trouve pas dans un magasin ni dans un paquet cadeau. C'est le cadeau de se voir les uns les autres, de vraiment se voir les uns les autres, et de choisir de se soucier les uns des autres. C'est ce que là, Noël. C'est cela, l'amour. C'est ce que là, être humain. Le reste n'est que détail.